La première, 15h-16h. Majuscule, Eddy Kakelbergs. Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois. Eh bien, j'ai le plaisir de retrouver ici à mes côtés, exceptionnellement à Paris, dans notre série Premier Roman, un primo-romancier, un de ceux qui donc, dans cette rentrée, signe des primo-romans. Il y en a quelques-uns d'ailleurs cette année. Magma Tunis, signé donc par notre invité Aymen Garabi chez Asphalt. Bonjour Aymen. Bonjour. Magma Tunis, parce que la jeunesse post-révolution tunisienne vous interpelle ? Les personnages ou le profil des personnages que j'ai commencé à mettre en scène et à travailler au début du roman ont été progressivement contaminé par l'atmosphère post-révolution, mais l'idée de base n'était pas du tout de parler de la révolution ou de la jeunesse révolutionnaire. Pourtant, ici, donc, on se retrouve avec un urbaniste au bout du rouleau. Votre homme ne pète pas la santé psychologique quand on le trouve au début du roman. C'est quoi, la grande dépression liée à l'âge, à un désespoir ? Expliquez-nous. C'est plutôt une histoire, on va dire, d'amour qui tourne mal entre ce personnage-là, Raylen et Shiraz. C'est un amoureux jaloux, en fait, dans la pure tradition des personnages jaloux. Proust a mis en scène des grands personnages travaillés jusqu'à la folie par la jalousie. Et lui, il est dans ce profil-là. C'est pas banal parce que il décide même que ça devrait le mener jusqu'à la mort. Absolument. Il décide qu'il quitte l'appartement pour aller se donner la mort. Ouais, enfin, sauf que c'est pas très exactement comme ça que ça va se dérouler. Ça va pas se dérouler comme ça parce que sur son chemin dans Tunis, le roman se passe en moins de 24 heures. Il va rencontrer des gens dans la ville de Tunis, un cortège de personnages qui vont, on va dire, changer sa trajectoire ou alors essayer de lui faire oublier son amoureuse qui est Shiraz. Et il va partir dans des aventures assez picaresques à Tunis. Vous avez à partir de là l'habileté de nous emmener de l'autre côté du miroir, quelque part comme Alice nous le ferait, en nous emmenant vers des chats un peu bizarres qui vont défier la ville, des mouvements de foule et de houle provoqués par des pétards. On bouleverse le macadam et le bitume là. Absolument. Il y a un côté réaliste dans le roman, mais qui bascule à un certain moment vers le surnaturel. Et c'est une façon peut-être pour ces personnages un peu frustrés, un peu mal à l'aise dans leur peau, de transcender une réalité parfois douloureuse ou même sordide. C'est une forme d'échappatoire, donc à la fois à leur vie, peut-être aussi à leur ressenti, peut-être tout simplement à la société elle-même. Absolument, c'est une forme d'échappatoire. On va dire que le rêve et le surnaturel peuvent être des échappatoires qui travaillent beaucoup sur l'imaginaire et qui peuvent être des échappatoires assez efficaces. Ce qui se passe aussi, c'est que l'on entre de plus en plus dans un phénomène angoissant. Parce que votre personnage, donc Guelen, cet urbaniste désespérément jaloux et décidé à se donner la mort, a le sentiment, c'est même plus que ça, d'être suivi. Oui, c'est un personnage de commissaire de police un peu loufoque qui va le suivre, qui symbolise un peu tout le passé répressif de la police en Tunisie, mais ce personnage-là est très très inquiétant. Il distille un peu une inquiétante étrangeté. Toute votre police est inquiétante parce que d'abord elle est très fébrile. On la sent presque en regret de quelque chose, prête à bousculer l'ordre, peut-être serais-je tenté de dire une fois de plus. On est à la bascule de l'autoritarisme possible. La police est plutôt, on va dire, plus débordée par des mouvements de foule ou des comportements transgressifs. Elle se débrouille comme elle peut, en fait. Et ce commissaire-là, l'aspect loufoque, montre un peu qu'il est lui aussi un peu perdu dans tout ça. Quoi, parce que le temps est venu où l'on peut, en tenant la plume, se moquer de cela qui n'était probablement pas possible il y a 10 ou 15 ans. Oui, et d'ailleurs, le roman n'aurait pas été possible il y a 10 ou 15 ans. Ouais. Ouais, enfin, sauf à compter du fait que vous auriez dû définitivement vous exiler à Paris. Absolument.
absolument. Ouais. Vous auriez pu, mais condamné à ne plus rentrer au pays. Et ne pas une conservée de famille sur laquelle on aurait pu, à l'époque, faire relire le roman. Je sais pas, je peux pas dire ça, mais... Aujourd'hui, il est reçu, parce que bon, voilà, c'est votre premier. J'imagine quand même que vous l'avez fait connaître déjà par vos réseaux là-bas sur place. Ça va, c'est bien reçu, c'est confortable, ou il y a une forme de peur qui reste encore ? Le livre n'est toujours pas sorti en Tunisie, en fait, à l'heure où je vous parle. Un PDF, ça circule. Non, même pas, je crois. Je ne sais pas, mais je n'ai pas eu de réaction, ni des médias, ni... Vous la craignez ? Non, j'entends au-delà du simple sentiment qui doit animer tout romancier, et a fortiori primo-romancier. Oui. Est-ce que la critique va bien me recevoir ? Mais est-ce que vous craignez le regard de vos contemporains en Tunisie ? Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Votre plume, vous l'avez trempée dans ce que vous avez ressenti ici, ou de ce que vous ressentez là-bas, ou en fait, ce lieu qui vous inspire, vous pourriez le transposer et vous nous suggérez de le transposer un peu hors du temps, hors de l'espace. Je rappelle quand même que ça s'appelle Magma Tunis. Magma Tunis, c'est lié à la ville de Tunis, mais au début, lorsque j'ai commencé à écrire le roman, j'hésitais entre deux villes, Paris ou Tunis. Mon idée était de lancer comme ça des personnages dans une grande ville, et de voir comment ils se comportent dans une ambiance un peu malsaine, dans des rues comme ça, sordides, oui, etc. C'est glauque à certains endroits. Voilà. Et j'ai eu le choix entre Paris et Tunis, sauf que je connais Tunis et je maîtrise Tunis beaucoup mieux que Paris, où j'ai vécu environ 2 ans d'affilée. Je suis revenu après plusieurs fois. Et c'est pour ça que j'ai choisi Tunis, avec tout le bagage historique et social qu'elle porte. Emen Garbi, magma suggère évidemment terre volcanique, volcan, éruption. On sent bien qu'il y a de ça, évidemment. Éruption personnelle, individuelle, les sentiments de cet homme, et de Shiraz aussi d'ailleurs, qui déborde. Sentiment d'une ville où tout bascule et déborde, mais en même temps, magma sur une ville, c'est lave, Vésuve, une manière de recouvrir toute une vie qui peut s'enfoncer, disparaître. Ça peut être donc aussi très inquiétant. Absolument. Faites bien de parler du Vésuve, parce que je fais une sorte je revisite un peu le mythe de la Gradiva de William Jensen, qui est un petit récit où il est question d'une fille rêvée par le personnage principal, qui est un archéologue, qui rêve d'une fille perdue sur le Vésuve en éruption. Et l'imaginaire, on va dire, volcanique, qui existe beaucoup dans l'histoire de l'art et de la littérature, m'intéresse beaucoup. Alors, cette question que je vais vous poser, je la pose à chacune et à chacun des primo-romanciers et romancières que j'ai la chance de recevoir depuis ici le début. C'est vraiment votre premier roman, ou en fait, il y en a 10 qui dormaient dans les tiroirs parce que vous n'aviez pas trouvé acquéreur ? Il y en a 10 qui dormaient dans le tiroir. Donc, si ceci est un bon décollage, on peut imaginer qu'assez rapidement, votre éditeur soit tenté de vous demander les 9 autres ou les 10 autres. Je pense que les 9 autres ne correspondent pas trop à la ligne éditoriale ou à l'esprit d'Asphalt Édition. Pourquoi c'est très différent ? Expliquez-nous par où vous êtes passé, Emen Garbi. C'est très différent parce que j'ai écrit des pièces de théâtre, 2 pièces de théâtre. Aujourd'hui, les éditeurs, en général, rechignent un peu à éditer des pièces de théâtre. Déjà joué, les pièces ? Non, jamais. C'est dans un tiroir. Tout reste à faire. Absolument. Et j'ai écrit un roman qui me semble raté et que je préfère garder au fond du tiroir. Et quand on garde au fond d'un tiroir, c'est qu'on songe quand même qu'un jour, il y a moyen de retravailler. Sinon, on brûle et on laisse tout disparaître. Absolument. Après, on a toujours une sorte de blocage par rapport à ces manuscrits qui sont un peu des manuscrits maudits, qu'on a des problèmes psychologiques à retrouver. À partir de quand vous êtes-vous dit, ou est-ce qu'il a fallu quelqu'un, un démiurge, pour se dire Emen Garbi, là maintenant, il faut y aller. Celui-ci, c'est le bon. Oui, parce que avec celui-ci, je me suis dit, je vais écrire ce texte-là. Si ça marche pas, j'arrête. Ah, carrément. Parce que c'est très très fatigant, ce genre de travail, d'écrire et puis de chercher un éditeur. C'est quelque chose qui est vraiment harassant. Et je me suis dit, j'arrête.
Peut-être que je suis un écrivain raté. Ah non, vous ne faites pas ce coup-là. Donc en fait, mais je sais que dans l'histoire de la littérature et même ici dans vos contemporains, il y en a beaucoup qui sont passés par ce sentiment. Moi, je confirme à celles et ceux qui nous écoutent que ce n'est pas le cas. Évidemment, ça restera toujours à confirmer. Absolument. Vous savez que ce que l'on dit, c'est que c'est le deuxième qui est le plus difficile. Oui. Donc vous vous y êtes déjà attelé. Je me suis déjà attelé. Et effectivement, c'est très très difficile. C'est beaucoup plus difficile que celui-là. Écoutez, quoi qu'il en soit, moi je suis certain que celles et ceux qui vont s'en emparer retrouveront d'abord tout ce qu'on vient d'évoquer et beaucoup plus. Laissez-vous emporter de l'autre côté, non seulement de la rive méditerranéenne à Tunis, mais de l'autre côté des lunettes, serais-je tenté de dire, parce que vous allez découvrir une façon dont une ville bouge de manière parfois très inquiétante, mais aussi à l'unisson des sentiments qui bouleversent, parce que c'est l'éruption en soi aussi qui arrive à ce jeune Guélène. Merci Aymen Garbi, je vous fixe déjà rendez-vous pour le suivant. Donc ici c'est Magma Tunis, c'est chez Asphalt. Merci beaucoup.